Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans notre magazine « Il était une fois ». Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, il était une fois se relever après un accident de la vie. Comment faire? Notre société est-elle préparée pour aider ces personnes? Passe-t-on par des périodes de découragement? Je vous laisse regarder le sommaire de notre magazine. Comment se relever après un accident de la vie, c'est ce que nous verrons suivant des coureurs qui n'hésitent pas à prendre le départ d'un trail, et ce, alors qu'ils ont subi une amputation de la jambe, soutenue par l'association Let's Go. Ensuite, nous nous intéresserons aux aménagements et aux aides techniques qui sont proposées aux personnes qui vivent en chaise roulante, afin de leur faciliter la vie de tous les jours. Bénédicte Legrand, Luc Huberty, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Luc Huberty, vous êtes le fondateur de l'association Let's Go et vous partagez avec Bénédicte Legrand le fait que tous deux, vous avez eu un accident. Alors, peut-être pour commencer cette émission, Bénédicte, que s'est-il passé? Je suis tombée d'une échelle. Voilà, j'ai fait un malaise sur une échelle et donc je me suis relevée, entre guillemets, paraplégique. Et vous, Luc? Moi, c'est un accident de la route il y a 15 ans d'ici. Un accident en allant sur un de mes chantiers. J'étais entrepreneur dans la construction. J'allais visiter un chantier. J'ai perdu le contrôle de ma voiture, mais à très faible vitesse, j'ai été éjecté. Et puis, la voiture s'est retournée sur moi. Et donc, j'ai eu 27 fractures et l'amputation de la jambe droite au-dessus du genou. Alors, avant de poursuivre notre rencontre, je vous propose peut-être de regarder ce premier reportage qui est signé Natacha Koch et Jean-Louis Gios. Ce matin, à Liège, des dizaines de coureurs vont prendre le départ du jogging trail de la Chartreuse, avec au programme 8 km de parcours dans les bois vallonnés. Et parmi ces coureurs, il y en a un peu différent des autres. Pierre Denis, 49 ans, a été amputé d'une jambe et court dès lors avec une prothèse de course. Réhabitué à courir avec cette jambe de substitution, c'est néanmoins la première fois qu'il s'apprête à prendre le départ d'un trail. Premier trail en course, oui. Donc j'ai déjà eu l'occasion de faire des sorties d'entraînement, toujours à des tempos assez cool et entre amis, avec des portions de nature. Mais ici, il y a entre guillemets l'aspect course, donc officiel, des gens plus motivés qui vont s'y mélanger. Et les conditions météo sont peut-être pas non plus très faciles. Donc ce sera une première avec une lame en tout cas pour ce type d'effort-là. Vous avez peur? Peur de glisser, oui. Oui, parce que j'ai pas l'habitude, donc j'ai pas du tout l'équipement qu'il faut. Des chaussures de route, donc des semelles assez lisses. Et la surface d'appui avec une lame est quand même que de quelques centimètres carrés. Donc sur quelques feuilles mortes, sur un passage un peu boueux, la partie d'accroche est très faible. Donc la peur de tomber, maintenant c'est tomber sur de la terre ou des feuilles, donc ça ne doit pas être des chutes qui font mal. Mais bon, c'est jamais agréable, donc c'est peut-être un peu la crainte, oui. Et l'objectif aujourd'hui, aller au bout? Aller au bout, ne pas se faire mal et prendre du plaisir, oui. Aujourd'hui, c'est grâce à l'ASBL Let's Go que les coureurs dans son cas peuvent se procurer une prothèse de course. Let's Go, c'est le projet de Luc Huberty qui permet à des personnes qui, comme lui, ont été amputées d'un ou des membres inférieurs de pouvoir reconnaître les joies de la course à pied. Parce qu'aujourd'hui encore, ces prothèses adaptées ne sont pas remboursées par la sécurité sociale et coûtent plusieurs milliers d'euros. Let's Go se charge donc de récolter des fonds pour pouvoir offrir des prothèses aux personnes amputées qui souhaitent reprendre une activité physique. L'équipe de l'ASBL est composée d'un groupe d'amis qui n'hésitent pas à donner de son temps, par exemple en tenant des stands lors d'événements sportifs afin de sensibiliser le public. Les fonds, les personnes ne les ont pas toujours, après avoir eu un accident de moto, être amputé, reprendre une vie normale, refaire du sport. Quand il faut retrouver entre 5 et 20 000 euros, rien que pour la prothèse, tout le monde ne les a pas. Donc c'est pour ça que nous, on a envie de s'investir dans quelque chose qui permet de rendre le sourire aux gens qui ont eu un accident de la vie. Le but de l'ASBL n'est évidemment pas de créer des athlètes de haut niveau, mais simplement de permettre à des personnes amputées qui désirent pouvoir recourir de le faire à leur rythme. Des entraînements sont d'ailleurs régulièrement organisés afin de permettre à ces personnes de s'habituer à leurs prothèses et de se sentir à l'aise dans leur foulée. Cette activité est encadrée par des coachs qui n'hésitent pas à prodiguer leurs conseils.
L'ASB Let's Go aide donc les personnes amputées à se remettre au sport. Elle leur permet aussi de se reconstruire plus facilement après un accident ou une maladie, mais surtout, elle les pousse à reprendre confiance en eux. Alors, objectif atteint? Objectif atteint, donc c'est fini, 50 minutes. Juste 2-3 fois les mains au sol, mais pas de chute. Et pourtant, il y a des endroits franchement pas faciles, mais bien entourés. Finalement, j'avais un peu peur, parfois que les concurrents autour ne soient pressés de dépasser, mais chacun était patient et donc sans casse. Très content. À tous deux, comment est-ce que la nouvelle a été annoncée, par exemple, vous, Luc Huberty, de l'amputation? Eh bien, donc moi, c'est suite vraiment la jambe droite qui me restait, enfin la partie de jambe qui me restait était fort abîmée. Et une semaine après, donc je ne l'ai pas perdue lors de l'accident. C'est une semaine après qu'on a dû amputer suite. Il y avait des complications, etc. Et donc là, les médecins très professionnels, heureusement, ils préparent un petit peu. La famille est là aussi pour préparer. Mais j'étais dans un état quand même coma. Dans le coma, il faut rabîmer, mais on m'a quand même préparé à ça. On m'a préparé à cette décision. Et vous, Bénédicte? Le chirurgien est venu dans ma chambre un peu de temps après l'opération et en fait m'a annoncé que j'étais paraplégique et que j'allais devoir rester couchée toute ma vie. Alors ça c'est quelque chose que d'emblée j'ai évacué parce que antérieurement j'avais une expérience dans le secteur du handicap et je savais que les personnes paraplégiques ne restaient pas couchées toute leur vie et pouvaient vivre et avoir un tas d'activités. Donc voilà. Ça, vous avez le sentiment que le médecin était préparé pour vous annoncer une telle nouvelle? Non. Et je peux concevoir que ce soit extrêmement compliqué pour eux, mais non, je pense qu'ils sont pas bien préparés à ça. Voilà. Ouais. Comment est-ce que vous avez pu vous relever de cette situation-là? Parce que vous avez souhaité qu'on mette en dessous de votre nom passionné de la vie. Comment vous avez pu faire? Oui, c'est quelque chose qui se fait vraiment au jour le jour, instant après instant, en tout cas au début, ou dans les moments de creux. C'est vraiment un jour à la fois, un pas après l'autre, gravir une montagne. Quand on la voit tout en haut, on ne sait jamais qu'on va y arriver. Et en fait, c'est vraiment un pas après l'autre, un jour après l'autre qu'on y arrive. Et je crois qu'il faut parfois accepter de s'arrêter, de regarder tout le chemin qu'on a déjà parcouru pour pouvoir continuer. Et la route est longue. Luc, pour vous, ça s'est passé comment, le fait de pouvoir se relever? Oui, moi, ça a été très difficile au début. Ça a été très difficile parce que, un peu manque de bol, je suis tombé dans un centre de revalidation après pas mal de mois d'hospitalisation. Et là, j'étais entouré de personnes plus âgées que moi, mais vraiment très âgées, dans une chambre commune. Et je voyais que ces personnes-là, on les prenait du fauteuil au lit et inversement. Et je me suis projeté et je me suis vu à 36 ans à l'époque. Et ça, je ne l'ai pas accepté, quoi. Et donc voilà, j'ai vraiment eu une mauvaise appréhension dès le départ. Et puis alors, il y a tout le reste qui pour moi a été très compliqué à gérer. J'ai fait une forte dépression. J'ai perdu une entreprise, j'ai perdu une compagne. J'ai eu plein de choses qui se sont passées. Et puis voilà, tout ça, mais vraiment le processus de deuil pour moi, ça a pris un peu plus de temps que peut-être quelqu'un d'autre, mais Ce sont vraiment de nombreux deuils à devoir vivre quand on vit un accident de la vie, Bénédicte? Oui, c'est réellement un deuil à faire. Et je pense que chacun le fait à son rythme. Il faut vraiment respecter le rythme de chacun. Mais je pense qu'on a
tous, quelque part en nous, cette possibilité de retrouver des forces, des points d'appui. Et Justement, ces forces de vie, voilà, on passe par un moment un peu difficile, peut-être, il y a des deuils à devoir faire. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, les forces de vie rejaillissent en soi? Ce sont des rencontres, c'est le soutien des autres, c'est par soi-même? Je vous laisse la parole, je ne sais pas qui veut. Alors, il y a effectivement des rencontres au quotidien qui sont précieuses. Il y a dans mon cas, ce qui était très très important, c'était de savoir que c'était possible. C'était vraiment comme une lumière au bout du tunnel. Et puis on développe des capacités qu'on ne savait absolument pas qu'on avait avant. C'est clair qu'il y a un tas de portes qui se ferment, mais il y en a aussi énormément d'autres de nouvelles qu'on découvre, qui s'ouvrent et qui se passent au travers de petites choses, de rencontres qu'on fait et qui sont extrêmement importantes. Oui. Vous rejoignez ce type d'expérience, Luc Huberty ? Tout à fait, c'est vraiment ça. On a des forces en nous et à un moment donné, comment elles se révèlent. Et dans mon cas aussi, c'est surtout le soutien familial. Moi, mes parents, ma sœur qui m'ont aidé à passer ce cap difficile. Et puis par la suite, j'ai rencontré quelqu'un. Donc après mon handicap, j'ai pu me marier, etc. Reconstruire une vie sociale, surtout retravailler. Pour moi, ça a été vraiment quelque chose de révélateur aussi, de pouvoir avoir des collègues, vraiment participer à la vie, essayer de vivre normalement. Voilà, c'est quelque chose d'essentiel. Et comment votre association, puisque vous êtes fondateur de l'association Let's Go, comment est-ce que cette association est née ? Alors, processus de revalidation, j'ai recommencé à nager sur conseil des médecins qui disaient, bon voilà, t'es tellement cassé de partout qu'il faut réparer tout ça, remuscler un peu. Donc natation, parce que c'était un sport que je pratiquais en étant gamin. J'ai repris goût, regard des autres, arrivé à la piscine en béquille devant tout le monde, j'ai remarqué que les gens ne s'arrêtaient pas de nager parce que j'arrivais, donc c'est un processus aussi. Et puis alors, j'ai vu notre ami Oscar Pistorius, enfin pas notre ami, mais aux Jeux paralympiques de Londres, qui courait avec 2 ressorts. J'ai demandé à mon prothésiste pour essayer ça, et ça a été aussi une révélation, c'est de pouvoir courir avec ma femme, avec des amis, être intégré dans le monde des valides. C'est surtout ça que je prêche maintenant, c'est vraiment ne pas être cantonné, tu es handicapé, tu vas dans un sport avec des handicapés, etc. Moi, je pense que c'est quelque chose aussi. Et donc voilà, prothèse de sport, lame en carbone, c'est un coût très élevé, non supporté par la sécurité sociale. Et donc, moi, j'ai décidé d'aider des plus jeunes. Je rencontre quasi toutes les semaines des personnes qui ont eu un accident de la route ou de travail, qui ont une amputation, qui ne sauront jamais avoir accès à des prothèses de sport. Et là, je veux, grâce à mon association et à tous les gens qui y travaillent, on veut offrir une prothèse de course pour aussi pouvoir se revalider, post-revalidation avec le sport. Mais chez vous, le regard des autres a changé ou bien vous avez le sentiment qu'il était soutenant dans ce que vous viviez? Ou les deux? Les deux, je pense qu'il y a un peu de tout. Alors, oui, le regard des autres change. Alors, je partage comme Luc l'importance, effectivement, qu'on ne soit pas cantonné au monde du handicap. Et je pense que vraiment, la société doit être inclusive pour tout le monde. On a tous des compétences et des richesses à partager et que ça c'est clairement important. Sur la question du regard des autres, il peut être de différentes natures.
Mes enfants sont par exemple touchés et sensibles au fait que parfois on puisse avoir de la pitié à mon égard, du déni oui, ça c'est quelque chose qui est pas ajusté. C'est pas parce que je suis en chaise que fondamentalement je suis différente de quelqu'un d'autre. Vos enfants réagissent, par exemple, si vous voilà des gens qui ont une attitude qui n'est pas adéquate, en disant, elles sont touchées, elles sont offusquées de ce genre de choses. Moi, c'est quelque chose que j'ai appris à laisser glisser en me disant, voilà, ça lui appartient s'il n'a pas envie d'entrer en relation ou s'il a peur. Le handicap fait peur aussi parce que je pense que beaucoup ont peur d'imaginer que ça puisse leur arriver, alors que c'est le cas. C'est vraiment quelque chose qui pend au nez de tout le monde. On n'a pas fait d'erreur ou de bêtises pour en arriver là. C'est des accidents de la vie, c'est la faute à pas de chance. Voilà. Mais on reste entier et avec un tas de choses à partager. Je vous propose peut-être, parce qu'évidemment, ce genre de situation amène à des adaptations, je vous propose alors de regarder ce deuxième reportage, toujours signé Natacha Koch et Jean-Louis Gios. De nos jours, grâce à différents aménagements et aides techniques, les personnes en chaise roulante peuvent malgré tout retrouver une grande partie de leur autonomie. Pour aider ces personnes à réaménager leur chez elles, l'ASBL Solival propose des visites à domicile, durant lesquelles des ergothérapeutes vont évaluer les obstacles rencontrés par les personnes à mobilité réduite. Ensuite, elles les invitent à venir découvrir et essayer dans leur salle d'essai les différents aménagements possibles qu'on peut faire dans une habitation. De la chambre en passant par la cuisine à la salle de bain. 8 demandes sur 10 concernent d'ailleurs cette pièce. Cet aperçu des différentes aides techniques d'adaptation et d'aménagement possibles sont entièrement gratuits et accessibles à tous. Parce que lorsqu'on se retrouve en chaise roulante, il y a parfaitement moyen d'adapter son habitation à son handicap, comme nous le montre Elisabeth, pédopsychiatre et mère de 3 enfants, qui s'est retrouvée paraplégique à la suite d'un accident médical. Comment avez-vous aménagé la maison ? Alors, on l'a aménagé, d'abord, on a surtout visé que les choses soient planes, qu'il n'y ait pas trop de contraintes pour monter des côtes, etc. Donc ça a été la première chose. On a aussi pensé la maison avec, pour une famille. Et les endroits cruciaux où j'ai beaucoup râlé, comme la cuisine, la salle de bain. Ça, c'était les endroits où on a vraiment réfléchi comment faire pour que ce soit vraiment totalement accessible et qui permette une autonomie totale. Ça, c'est vraiment quelque chose d'indispensable, je trouve, et qu'il faut viser pour les personnes, quel que soit le handicap, c'est le maximum d'autonomie. Et pas les bonnes volontés, même si elles sont le bienvenu, mais pas les bonnes volontés qui disent bah oui, on sera là, on va t'aider, etc. Non, il faut que les gens, parce que c'est enrageant de demander tout le temps s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Pour moi, c'était l'autonomie la plus grande possible, c'est jamais total, mais la plus grande possible. Donc, vous êtes une mère de famille, donc par exemple dans la cuisine, qu'est-ce que vous avez changé ? Alors, donc la cuisine, j'ai rien changé, justement, je l'ai pensé au départ, donc ce qui veut dire que ça coûte pas plus cher qu'une autre cuisine, sinon que les espaces sont plus grands, les prix sont un peu surélevés, et puis tout était accessible, je pouvais, sans me tordre le dos, aller faire la cuisine, être devant mes casseroles, pouvoir avoir l'évier sur le côté, voilà, tout est... avoir des tiroirs pour ne pas me brûler quand je sors les plats. Enfin, tout ça a été pensé, des tiroirs plutôt que des portes qui s'ouvrent, de frigos qui s'ouvrent dans le bon sens. Voilà, quand j'achète une machine à laver, je regarde dans quel sens s'ouvre la porte pour que j'ai mon séchoir d'un côté qui s'ouvre, la machine de l'autre, je peux passer les choses. C'est des petits détails
mais qui sont précieux plutôt que de devoir reculer sa chaise, remettre. Enfin, c'est vraiment de l'énergie perdue, je trouve. Et autant le faire et que ce soit plus relax. Un bel exemple qui prouve donc qu'aujourd'hui, avec certains aménagements et des aides techniques, il est tout à fait possible pour les personnes en chaise roulante de retrouver leur autonomie. Vous-même aussi, vous avez dû adapter votre maison, Bénédicte? Oui, dans une certaine mesure. Parce que quand on voyait les armoires qui s'abaissent, Ouais. etc. Bon, je te pose tout ça à un coût quand même. Oui, c'est un coût énorme. Et alors, il y a des aides financières qui sont possibles et pour ça, il faut se renseigner au niveau de la VIC. Mais malgré ces aides, ça représente un coût conséquent. Des espaces de rotation, par exemple, au niveau de la chaise. Donc, oui, c'est pas si simple que ça. Et par contre, je partage clairement le point de vue de Madame Cattier de dire la salle de bain, il faut qu'on soit autonome. Clairement, s'il y a bien un endroit où on veut pouvoir se débrouiller seul, c'est là. La cuisine aussi, mais je trouve que voilà, du coup, ça, on peut partager avec d'autres aussi dans la cuisine. Luc, vous partagez cela aussi Oui, c'est vrai que ça représente un coût, effectivement, ça prend beaucoup de temps. Hein, parce que voilà, on a un accident, mais c'est des aménagements qui doivent être faits idéalement très vite et que c'est quand même des longues procédures pour pouvoir avoir des accords, pour pouvoir avoir des décisions. C'est beaucoup d'argent à débloquer et en général, il faut faire le financement nous-mêmes et on est payé par la suite. Donc ça, c'est un peu problématique. Mais c'est des aménagements qui sont très bien pensés et je rejoins vraiment ce que tu dis. Quand on parle d'avoir une pièce où il y a de l'intimité, ça doit commencer par la salle de bain. C'est vraiment ça super important. Vous avez le sentiment aujourd'hui que notre société est adaptée aux personnes qui vivent un accident de la vie? Que pour aller dans des lieux publics, etc., tout est adapté pour eux ou pas encore? Pas encore. C'est pour ça que moi j'ai fait le choix de vivre à Louvain-la-Neuve, qui est une ville piétonne et vraiment globalement bien fichue au niveau de l'accessibilité. C'est précieux pour moi de pouvoir aller dans les commerces, vivre ma vie comme tout le monde et pouvoir être autonome là-dedans. Mais c'est pas le cas partout. C'est compliqué de trouver des toilettes accessibles et chaque fois devoir demander de l'aide. On perd du temps, on perd de l'énergie et c'est pas équitable. Et est-ce que quand vous demandez de l'aide, en général, les gens le font de manière généreuse ou bien c'est parfois des gens sont mal à l'aise? Non, je pense que si on demande l'aide, les gens le font de manière généreuse et avec plaisir. À Louvain-la-Neuve peut-être, particulièrement parce qu'il y a beaucoup de personnes en situation de handicap. Mais voilà, et alors c'est aussi l'occasion d'entrer en contact avec les gens et de partager un bout de vie, quelques instants, d'échanger. Vous avez dit que c'était important à la fois de ne pas être enfermé dans le monde du handicap et de pouvoir se socialiser avec un peu tout le monde, mais est-ce que parfois ça ne fait pas aussi du bien de se retrouver avec des personnes qui vivent la même réalité que soi pour pouvoir partager de ce que l'on vit, parce que peut-être les autres ne comprennent pas toujours ce que l'on a? Luc? Oui, c'est vrai qu'on a des expériences à partager et ça, je pense que c'est vraiment, il faut trouver des lieux de rencontre pour pouvoir... Je parle, dans mon cas, les douleurs fantômes, les douleurs du membre fantôme. Ben, au début, c'était vraiment problématique parce qu'il y a des gens qui ressentent ça très fort et d'autres moins, etc. Et on a tous un petit peu nos moyens. Et ça, c'est vrai que pour mieux vivre, il faut qu'on parle, qu'on puisse échanger avec d'autres personnes qui vivent la même chose ou ça fait plus longtemps qu'ils sont en situation de handicap, etc. Et là, c'est important aussi de se retrouver entre nous, oui. Bénédicte, vous partagez ça? Oui, je partage ça aussi et c'est très gai aussi de
de s'échanger des trucs et astuces. Il y a des sujets qui sont difficiles à vivre au quotidien et quand on peut les partager avec d'autres, ça en devient des sujets de rigolade et c'est des private jokes. On est les seuls à comprendre, mais ça nous fait rire et heureusement qu'on peut en rire et donc oui, non, c'est important. Dans les 2 minutes qui nous restent déjà, si vous aviez chacun un message à faire passer aux téléspectateurs, quel serait le message que vous avez envie de nous partager? Vivons. Oui, moi c'est ça que j'ai envie de dire. On est tous ensemble et ça vaut la peine qu'on se rencontre et qu'on continue. Oui. Et apprendre à dépasser ses peurs? Oui, oser se lancer et ça, quelles que soient les difficultés qu'on traverse. Voilà, moi je l'ai fait dans le cadre de mon accident, mais on traverse tous des difficultés à un moment ou à un autre et voilà, on peut les traverser, ça vaut la peine. La vie est belle? La vie est belle, oui. Presque tous les jours. Luc? Mais dans le même ordre d'idée, profitons de la vie. Il faut vraiment profiter de ses proches, profiter de tout le monde. Et il faut apprendre à se relever. Et ça, c'est vrai qu'un petit bobo, ben, pour quelqu'un, ça peut paraître une montagne, etc. Il faut vraiment qu'on apprenne à pouvoir rebondir, quoi. Mais pour ça, il faut profiter de la vie avant tout, parce qu'après, on ne pourra plus le faire, ou on sera empêché, en tout cas. Vous avez le sentiment aujourd'hui que vous profitez de cette vie? Moi, oui, mais je vais vous avouer que je suis plus heureux maintenant qu'avant. Je profite beaucoup mieux de la vie. Je fais du sport, je travaille de manière équilibrée, mais je pense à mes loisirs. J'ai une épouse admirable, donc voilà, j'ai vraiment tout ce qu'il me faut, quoi. Donc nickel. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir pris le temps de nous inviter à quelque part à montrer qu'il est possible de se relever après un accident de la vie et que, comme vous l'avez dit, Bénédicte, que la vie est belle presque tous les jours, pour reprendre vos mots. Nous arrivons déjà au terme de notre magazine. Merci d'être resté avec nous. Si vous souhaitez revoir cette émission, il vous est possible de le faire en allant sur notre site catobel.be. Au nom de toute l'équipe qui a préparé cette émission, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très bientôt.